Bonjour et bienvenue sur Kik Radio. Kik Radio, c'est l'émission qui parle K-pop. Je suis Laureline. Et moi, Savannah. Et au sommaire, nouveautés, coup de cœur, débat et anecdotes. On va commencer, Savannah, par les nouveautés. La nouveauté dont on va parler aujourd'hui, c'est d'abord Jessie Gum. Je sais pas si t'as un petit extrait. J'ai totalement un petit extrait, attention. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est un gros banger. En fait, c'est trop cool parce que Jessie, elle est partie en hiatus pendant 1 an et demi. Enfin, en hiatus, c'était pas vraiment un hiatus parce qu'elle faisait une tournée mondiale. Et, qui a eu ses hauts et ses bas. Qui a eu ses hauts et ses bas, notamment le concert en France. Ouais, à Paris. Et en fait, elle est revenue avec donc une nouvelle agence, More Vision, donc l'agence de Jay Park, et elle a sorti ce titre qui s'appelle Gum, G-U-M. Gum. Ouais. Et la chanson, c'est un gros bébé. Elle est géniale, elle est trop bien, et tu vois qu'elle s'éclate à la faire. Exactement. Et même les gens avec qui elle fait les vidéos TikTok, le challenge et tout, les challenges, c'est génial. Ouais. J'adore voir ça, et ça fait trop plaisir de la retrouver parce qu'elle est juste fantastique, quoi. Ouais. Et cette chanson lui ressemble vraiment. Et moi, ce que j'adore, c'est que je regarde beaucoup d'interviews de Jessie parce que j'adore sa personnalité. Ah, mais elle est géniale. Et ce qu'elle disait, c'est que la raison pour laquelle elle avait fait un hiatus d'1 an et demi où elle faisait que des tournées musicales, c'est parce qu'elle avait l'impression que tout le monde la connaissait en tant qu'animatrice, en tant que personnalité publique, et que personne, en fait, moins de gens écoutaient sa musique, quoi. Même si Zoom, Nounou Nana, ça avait bien marché, mais ça reste exactement. Ça reste assez restreint, quoi. Et donc c'est pour ça que là, elle s'est concentrée vraiment sur sa musique et ça paye. Hein. Franchement, la chanson elle est trop cool. Ouais, et puis c'est cool aussi qu'elle ait changé d'agence. Elle était chez P-Nation avant. Ouais, elle était chez P-Nation et elle a dit que là maintenant, elle a beaucoup plus de liberté parce qu'en fait, elle fait vraiment ce qu'elle veut. C'est ça. Puis Jay Park, il est cool, et j'avais lu que sa famille et ses proches n'étaient pas trop pour qu'elle quitte P-Nation pour aller chez Jay Park, mais franchement c'est un super bon choix qu'elle a fait, et j'ai hâte de la redécouvrir musicalement parlant. Pareil. Donc voilà, écoutez Gum de Jessie. Et la deuxième nouveauté, c'est Golden Child avec Feel Me. J'adore Golden Child. Moi, je les écoute. Attends. On peut parler par-dessus. On peut parler par-dessus. Ok. Je te rassure. J'adore Golden Child. Moi, franchement, je suis pas hyper fan d'eux, mais cette chanson, elle est trop cool parce qu'on dirait une chanson de FX ou de Shiny des années 2014, tu vois. Ça. Genre c'est pour ça que j'aime 2010. Bien. La chanson est ouf. Après, c'est un peu différent de ce qu'ils ont fait précédemment où tu vois, ils avaient vraiment des chansons de boy group, genre tu vois. C'est ça. Et là, c'est trop cool en vrai. Mais je suis trop contente, et puis de toute façon, j'aime bien l'agence Woollim en règle générale, Woollim Entertainment, et Golden Child. C'est vrai que j'ai écouté pas mal de leurs title songs, et quand celle-ci elle est arrivée, elle a continué sur la lignée où j'ai vraiment adoré toutes leurs chansons, et celle-ci ne fait que confirmer le succès de ces jeunes garçons. Donc c'était Feel Me de Golden Child. Au niveau des coups de cœur, je vais commencer, ça ne me dérange pas. Let's go. Alors, j'ai saigné, c'est littéralement le cas, la dernière de Hailey avec Lil Cherry, Ratata. Alors, j'ai un extrait, elle est géniale. T'as écouté ? Non, je vais la découvrir maintenant. C'est vraiment de la vraie K-pop. We're dancing on me, no I love it, baby. Ra-ta-ta-ta. J'adore. Ça m'étonne tellement pas de toi. Mais je l'assure. Mais c'est de la vraie K-pop. Mais oui. C'est vraiment de la vraie K-pop. Mais oui, et je m'attendais pas à voir Hailey dans ce registre-là parce qu'on connaît la voix qu'elle a, qui est juste incroyable. Voilà, elle avait sa reprise de Halo qui était géniale. Elle est super connue en tant que chanteuse de ballade et d'OST de drama. C'est ça, exactement. Donc c'est fou qu'elle soit revenue dans un genre hyper EDM comme ça. Mais j'adore cette chanson. Je la surkiffe, je l'ai saignée. J'essaie d'apprendre la chorégraphie, c'est pas encore ça. Mais voilà, c'est Ratata de Hailey avec Lil Cherry, c'est
phénoménal, je l'adore. Quel est ton coup de cœur à toi? Mon coup de cœur, c'est une chanson que j'écoute depuis un moment, que j'ai redécouverte dans mes titres likés Spotify et que j'ai envoyé à plein de mes potes en fait depuis. C'est Gloomy Star de Herman Fit Chanmo et Hilo. Ouais. En fait, c'est une balade R&B qui est parfaite pour l'automne et qu'on vous invite à découvrir là tout de suite dans notre pause musicale. Et on se retrouve juste après pour parler de quelle est la meilleure génération K-pop. À tout de suite. De retour sur Kik Radio pour notre débat du jour. Quelle est la meilleure génération? Alors, commençons d'abord par un petit récap musical sur toutes les générations d'hier et d'aujourd'hui. En commençant par ça, on voudrait juste expliquer aussi aux fans qui nous écoutent, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des générations K-pop. C'est quoi le terme génération? C'est qu'en gros, en fait, souvent, les contrats de K-pop, ça dure 7 ans. Ouais. Et donc, une génération, c'est une génération d'artistes qui est sortie pendant le même moment, avec à peu près le même type de spécificité musicale, le même type de groupe, le même type musical ou de concept qu'il va y avoir, ou d'importance qu'il va y avoir dans la performance. Et ça va se traduire en différentes générations. Alors, la première génération, quelle chanson on va écouter? C'est quoi? C'est H.O.T. Candy. Qu'elle est vachement drôle. Quelle est vachement drôle. Alors, ne vous laissez pas avoir par le ton enjoué de la chanson, puisque j'ai découvert... NCT Dream a fait une reprise dernièrement, et tous, on a vu les sous-titres. Et tous, on s'est dit, oh, c'est une chanson de rupture. Je ne savais pas. Les paroles, c'est du genre, aujourd'hui, c'est une super belle journée. Voilà. Une belle journée pour rompre. Voilà, je t'aimais, je ne t'aime plus, va là-bas maintenant. Et en fait, pendant des années, j'ai écouté cette chanson, l'original de H.O.T, que je trouve vraiment, je l'adore. Elle est hyper enjouée, ils sont super mignons et tout, la chorégraphie, elle est gaulerie. Et là, les NCT Dream reprennent, je me dis, mais c'est grave leur vibe, c'est trop eux. Je lis les sous-titres et je suis genre, hein? Et j'ai vu qu'il y avait même des internautes qui ont envoyé cette chanson à leur futur ex copain en disant, tiens, écoute ça et mets les sous-titres. Waouh. Waouh. Ça m'a fait rire. Donc bref, c'était la parenthèse. Donc H.O.T. H.O.T, c'est un des premiers groupes de la première génération. C'est le premier boy group créé par SM Entertainment, donc l'agence d'EXO, NCT, Super Junior. Et cette chanson, elle est vraiment mythique. Ils en ont fait plein d'autres, notamment Descendants of the Sun et d'autres chansons hyper connues de H.O.T. Mais c'est très spécifique aux années 90. Quoi. Ouais. Un autre groupe de la première génération qu'on va voir, c'est chinois, avec Perfect Man, qui est une chanson que j'adore. Ça fait vraiment années 90. Non, là, ça fait tout fin, ouais, quand même. 90, début 2000. Et... Et en fait, la chanson a été reprise par BTS et par la plupart des groupes de K-pop. En fait, la plupart des groupes boy group font une cover de cette chanson parce que c'est une chanson mythique. Je crois qu'elle est sortie dans le début des années 2000. C'est pour ça que ça fait très Backstreet Boys. Ah ouais, mais vraiment. Et donc, c'est typique de la première génération. Maintenant, on va parler de la deuxième génération, qui est notre génération préférée. Notre génération à nous, puisqu'on a démarré avec celle-ci. Parce qu'on est vieille. Parce qu'on est vieille. Alors, on commence avec... Vous allez reconnaître. Oh, attends. T'as pas mis les très trop court. C'est 20 secondes, écoute, c'est déjà bien. Donc, mais j'en profite pour dire qu'il y a les playlists disponibles avec toutes les chansons qu'on aborde sur Spotify et Deezer. Il y aura les liens dans la description du Instagram de Paris Séoul. Mais vous avez déjà la première saison avec la playlist entière de toutes les chansons qu'on a abordées. Donc vous pouvez les retrouver sans souci.
Pour cette chanson, je sais pas vraiment si on a besoin de la présenter, parce que c'est une chanson vraiment mythique de la K-pop en général. Exactement. Elle est sortie en 2009 et c'était vraiment, la chanson de K-pop. Ah mais vraiment. La chanson de K-pop. Déjà Super Junior qui est un des, si ce n'est le premier groupe avec autant de membres et qui a eu un succès mais incroyable. Et alors c'était marrant parce que le leader Itock n'a jamais parié sur cette chanson. Il était persuadé que ça allait faire un flop, ça a été leur plus gros succès. Et elle fait partie des mythiques, quoi. Et ils continuent de la performer. J'ai vu un mème hier de eux en train de performer pour la millième fois. La millième fois, vraiment, les pauvres. Ils devaient en avoir marre. Ils en ont marre. Une autre chanson de la seconde génération. Oh, wow. Wow, fantastic, baby. Dance. I wanna dance, 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 dance. Fantastic, baby, dance. I wanna dance, dance, dance. Big Bang. Avec Fantastic Baby, cet album était juste ouf. C'est sorti en 2011, ça. Ouais. Ah, putain, c'était il y a 12 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi pareil, une vraie chanson mythique de la deuxième génération. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est moins connu quand même que Sorry Sorry ou que des chansons comme Abracadabra ou Tell Me, mais ça reste quand même très représentatif de ce genre-là à ce moment-là. Donc, dans la première génération, on allait plus avoir des choses qui s'inspiraient des États-Unis, donc vraiment très R&B, pop des États-Unis. Dans la deuxième génération, ils se sont concentrés pour créer un nouveau son qui est très propre à la K-pop, comme vous allez pouvoir le voir, enfin comme vous avez vu avec Sorry Sorry et Fantastic Baby, c'est très EDM, très électro, très musical, mais sur des chansons très électroniques, quoi. Ouais. Et c'était ce qui était propre à la K-pop à ce moment-là. On avait des chansons notamment FX avec avec Electric Shock ou avec New ABO, des chansons comme Shiny Ring Ding Dong ou Lucifer, donc qui ont des sons vraiment très électroniques, surtout notamment Tiara. Ah mais Tiara c'est les best pour ça. Avec Sugar Free. Donc la seconde génération s'est vraiment concentrée pour avoir un son très EDM qui faisait danser en fait toute l'Asie du Sud-Est. Exactement. On passe ensuite à la troisième génération avec une autre chanson mythique. Oh yes. Donc EXO qui est le groupe que Savannah est allée voir 13 fois en Corée. Alors il faut savoir que EXO montre vraiment le commencement de la troisième génération. Donc EXO ils ont débuté en 2012, avril 2012, et c'est à ce moment-là vraiment que la troisième génération a commencé. Où en fait la seconde génération c'était vraiment 2007, enfin 2002-3, je dirais, à 2012. Souvent on parle des générations de K-pop sur SM, parce qu'en fait SM a créé plein de groupes de différentes générations. Et EXO est vraiment le groupe de la third gen. Donc c'était vraiment The King of K-pop de 2013 à 2015. Et après il y a eu BTS bien sûr. Ouais. Et au moment de la second gen, de la third gen, pardon. Au moment de la third gen, on a eu quand même des gros groupes, notamment BTS. BTS qu'on ne présente plus. Ouais. Elle est incroyable cette chanson. Mais moi j'ai trop aimé cette période de la K-pop en 2016-2017 où ils ont commencé à inclure du reggaeton et des sonorités latino. Donc on a eu beaucoup ça en 2016-2017 sur la third gen, avec notamment des chansons comme Gashina de Sunmi ou Card, Onana. Et en plus de ça, on a eu aussi l'apparition du plus gros girl group de tous les temps de la K-pop, Blackpink. Où est-ce qu'elles sont ? Elles sont là.
Et il me semble que c'est soit Kill This Off, soit Doudou Doudou qui a été le premier MV d'un girl group à atteindre 1 milliard de vues sur YouTube. c'est l'un des deux, je sais plus lequel. Et je pense que pas la peine de vous présenter BTS et Blackpink. De toute façon, si vous écoutez notre podcast, vous connaissez la K-pop. Hein. Et la third gen, alors, si la première génération, c'était vraiment des essais, la deuxième génération, c'était vraiment trouver le son K-pop avec principalement des gens qui chantaient et qui dansaient pas. La troisième génération, on se concentre vraiment sur la danse, sur aussi le chant, mais sur la performance plus. En fait, il y avait moins ce truc de on veut juste des chanteurs. Là, on veut vraiment des gens qui vont performer, d'accord. Et ça se représente dans quoi ? Ça se représente dans, ils vont commencer à avoir des fancams, des dance practice, ils vont avoir justement plus des rôles plus définis en tant que danseurs et chanteurs. Et c'était assez impressionnant parce que en fait, quand on découvre par exemple Big Bang ou Super Junior ou Wonder Girls à l'époque, ils avaient tous des rôles, mais c'était moins... Enfin, il y avait le main dancer et main singer, mais c'était moins, en fait, les atouts. C'est ça. Ouais, c'était moins les atouts. En fait, tout le monde était là pour chanter, tout le monde était là pour performer. Là, on a vraiment... chacun son taf. Chacun son taf. Dans EXO, Bacon et Chen, c'est les main vocals. Kai et Seun, c'est les danseurs. Et c'est pas grave s'ils chantent pas, en fait. Et ça me fait penser à un groupe que j'ai adoré, c'est Infinite. Ah oui, bien sûr. Et où, pareil, ça se voyait vraiment. Et c'est là où j'ai remarqué que t'en as, ils chantent pratiquement pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils dansent bien, c'est des super performeurs bien et sûr. tout. Et ils étaient beaucoup plus présents aussi médiatiquement parlant sur les réseaux à l'époque, comme tu dis avec les Dance Practice où c'est Shiny qui avait lancé ça. Ouais, exactement. Et non, c'était un tout autre level. Et ensuite, on va vous présenter la fourth gen avec des groupes que on pense que tout le monde connaît. Oui, là, normalement, vous êtes à peu près à jour. Je l'adore. On a mis que des bangers là. Oh, Ouais, vraiment. Avant de... je pense qu'on va montrer Stray Kids direct. Let's go. Tout à fait. Putain, je l'avais zappé lui. Oh. Ça, c'est ma chanson préférée d'eux, avec Backdoor. Ah, et quand Backdoor, même, tu aimes un peu de Stray Kids. Ouais, bien sûr. Oui. Et en fait, donc la fourth gen, complètement différent quand même de ce qu'on pouvait voir en first ou second gen, ou même en third. Là, l'accent est vraiment mis sur, la performance à fond. Ah oui, bah là, le côté chanteur un peu moins. Performeur. On va pas se mentir. Le côté chanteur, c'est vraiment un peu moins, mais le côté performance, il est là. Si vous n'avez jamais vu Road to Kingdom ou Kingdom, Ou regardez. regardez. Kingdom, on a des performances de dingue, mais vraiment de dingue d'artistes de la third gen, notamment 80s avec leur performance de Wonderland, qui est juste exceptionnelle parce qu'elle reprend des idées de Pirates des Caraïbes. Et on voit le Kraken et tout. Ouais. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette performance, je vous invite à aller la voir. Et aussi, un autre truc qu'on n'avait pas forcément dans tous les groupes de la third gen ou de la second gen, c'est le lore, le concept. Dans la fourth gen, on a eu quasiment tous les groupes de K-pop ont eu une histoire. Ouais. Vraiment, ils ont tous une histoire. On est des pirates qui traversent l'espace-temps. On est des enfants qui se sont évadés. On a des super pouvoirs. On peut visiter différents pays à travers la lune. Il y a eu, en fait, tous les groupes de la fourth gen ont eu un lore. Ouais. Et c'était hyper cool parce que c'est là que la K-pop a commencé à vraiment se démocratiser internationalement et à se globaliser. Mais c'est ce qui a permis aussi aux gens de devenir fans de ces groupes-là parce qu'on avait un univers conceptuel et visuel qui était beaucoup plus fort. Ouais. On avait un autre groupe aussi parce que là on est beaucoup sur les boy groups. Sur les boy groups.
Hive, je connais, c'est bon, je connais Hive, c'est bon. Donc là, c'était Hive, Love Dive, qui est quand même Song of the Year de l'année dernière. Ce qui est intéressant à voir avec Hive, c'est que donc ça reste quand même de la fourth gen, parce que elles sont durant les années de fourth gen, elles ont quand même débuté en 2021. Il y a eu en fait dans la fourth gen un shift où c'était vraiment que du boy group généralement. Donc les groupes qui ont vraiment marché dans la fourth gen, c'est Stray Kids, 80s, The Boys. Et il n'y a pas eu tant de girl groups que ça dans la fourth gen qui ont bien marché, parce que des groupes qui ont bien... Enfin, aespa a très bien marché, mais c'est moins gros qu'aujourd'hui que Stray Kids et 80s. Et heureusement, la fifth gen a rattrapé le niveau. Voilà. Avec un groupe qu'on ne présente pas, je pense. Pour moi, le début de la fifth gen commence vraiment avec New Jeans, avec cette chanson-là. Cette chanson, elle est sortie en août 2022. Et c'est pour moi vraiment le début de la 5e génération. Parce qu'on arrive dans un son, en fait, ce qui compte, c'est juste la musique. Ouais, c'est ça. On n'est plus sûr, on est fan des gens, on n'est plus sûr qui c'est. On est sûr, ok, ils font quoi comme musique et est-ce que musicalement parlant, c'est bien. C'est ça. Et moi, je suis trop contente parce que je trouvais que la fourth gen, c'était beaucoup concentré sur faire de la musique américaine, enfin globale en fait, pour pouvoir plaire à un genre, à une audience beaucoup plus large. Et là, la fifth gen, c'est vraiment, allez, on fait juste de la K-pop. Bah, c'est vrai que la 4e génération, c'est vraiment la génération où tu regardes la musique. Tu l'écoutes plus trop, tu la regardes parce que t'as des clips qui sont très beaux, t'as des performances incroyables, mais la musique, tu passes un peu à côté. Alors que, par contre, visuellement parlant, tu te prends une claque. Oui, et comme on disait, par exemple, les clips de Stray Kids, franchement, God's Menu, c'est un des plus beaux clips qui existent. Mais j'en reviens maniaque, pas. Incroyable. Les transitions, le montage est juste insane. Bon, la chanson est vraiment géniale, tu vois. Ce que tu dis, c'est la 4e gen, c'est celle qu'on regarde. Il y a le cas avec ITZY, en fait. ITZY, leur musique, elles sont pas écoutables de ouf, mais leurs performances sont ouf. Les meufs dansent trop bien. J'aime beaucoup ITZY quand même. Oui, mais personnellement, c'est pas des chansons que j'écoute, tu vois. Je sais. Mais voilà, pour moi, la 4e génération, c'est vraiment la musique que tu regardes plus que tu ne l'écoutes. Et la 5e, c'est bon. On repasse à l'oreille et après, on regarde. Passons à l'oreille dans ce Passons cas-là. à l'oreille dans ce cas-là. Avec mon petit groupe de bébés. Des chanteurs, des vrais chanteurs. Alors, ça, c'est un truc que, par rapport au fait qu'on écoute la musique, ce qui est incroyable dans Zero Base One, c'est qu'il y a 0 rappeur. Ils sont 9 chanteurs, les mecs. Ils savent pas très bien rapper. C'est vrai. Et il y a 9 chanteurs. Parce que vraiment, la 5e génération se concentre sur avoir des vrais bons chanteurs. Ce qui n'était pas du tout le cas pour moi dans la 4e génération. Bah, on en avait parlé, c'est surtout Jongho qui, dans IT, fait la différence parce qu'il a une voix hyper puissante. Mais tu regardes Stray Kids, t'as pas vraiment de voix puissante ou quoi. T'as ils chantent bien, bien sûr. T'as de très bonnes voix. Mais les mecs qui seraient dans EXO, ils seraient même pas l'aide vocale, quoi. Non, mais c'est ça. Et c'est vrai qu'on a seconde gen, third gen de bons performeurs, de bons chanteurs, et puis d'un coup, on redescend un peu parce pour que remonter. Après, à la 4e génération aussi, c'était des bêtes de danse. C'est ça, exactement. C'était la période où il faut avoir une super chorégraphie très dure avec des visuels de dingue, et c'est pour ça aussi que dans la fourth gen, il y a aussi beaucoup de groupes très beaux. Ah oui. Enfin, The Boys, il y a que des beaux gosses dans The Boys. On va pas se mentir. Enfin, c'est pas le cas de tous les groupes. Non. Et SF9, pareil, il y a que des beaux gosses dans SF9. Non, mais c'est vrai. On a aussi un autre girls band, donc on en a déjà parlé ici. Donc c'est XG qui sont toutes japonaises. Chantent en anglais, mais font de la K-pop. Et c'est ça qui est intéressant dans la fifth gen, c'est qu'on a des groupes complètement internationaux maintenant qui performent
dans la 5th Gen, notamment XJ, notamment Vicha, le nouveau groupe de JYP. La Dream Academy, qui est créée par Hybe, ça va être aussi un groupe international. On a aussi Black Swan. On parle souvent, toi et moi, où aucune des membres n'est coréenne. Et c'est ça qui est cool. D'un côté, on a cependant de la global... on a cependant de la mondialisation qui fait que les chansons sont moins de la K-pop. Mais de l'autre côté, la K-pop se diversifie énormément. C'est ça. Et c'était pas le cas avant parce que je crois que c'était chez Super Junior Hanggang qui était le premier chinois et qui s'en est pris plein la face, le pauvre. Bon, il a réussi. Mais après, pour savoir d'où on vient et à quel point on vient de loin, c'est qu'à l'époque, Hanggang n'avait pas le droit de montrer son visage pendant les performances. Donc, il devait porter un masque. Parce que c'était interdit par la loi de faire performer. Je crois qu'il n'avait pas le visa ou un truc comme ça de performance. Il avait un visa de travail, mais il n'avait pas un visa de performance. Et donc, il n'avait pas le droit de participer aux performances. Et il y a une super fancam que vous pouvez regarder où Ichol lui enlève son masque pendant la perf. Bref, rien que d'y penser, je suis trop contente. Mais ouais, et en fait, à l'époque, la K-pop était très peu diverse, quoi. Ouais, c'était coréen. Et ensuite, ça a commencé à se diversifier. On a commencé à avoir ensuite des Japonais, des Thaïs. Là, on commence à avoir des Vietnamiens aussi qui arrivent. Donc, ça se diversifie un peu plus. Et maintenant, on a même des non-asiatiques qui commencent à faire de la K-pop aussi. Et ça reste de la K-pop parce que c'est fait en Corée, c'est avec des producteurs coréens. Et voilà. On va vite finir sur quelle est, selon nous, pour nous, vraiment, notre génération préférée et pourquoi? Très rapidement. Pour moi, c'est la 3e. Moi aussi. Pourquoi la 3e? Parce que je pense qu'ils avaient le bon combo de toutes les générations. Je suis totalement d'accord. Tu vois ou pas? Je suis totalement d'accord. Et puis aussi, un truc qui me manque beaucoup, c'est dans les émissions de divertissement où on les voyait vraiment interagir ensemble. Oui, la fameuse fancam où ils font Amor Fati avec Twice, EXO, BTS. Et... Non mais ça me manque tellement parce qu'il y avait certes à l'époque déjà les trucs de ils sont en couple, machin... mais beaucoup moins qu'avant. Et les gens s'en foutent un peu. Voilà, et c'est quelque chose qui me manque, mais tellement, c'est les interactions entre eux. Je suis d'accord. Et c'était juste génial. J'ai l'impression que c'était un peu l'ère dorée de la K-pop à ce moment-là. Ouais. Alors qu'on vient de la seconde génération, on garde cette nostalgie qui était juste géniale de la découverte, mais la 3e, mais c'était juste insane. En fait, je pense que comparé à la première et à la 2e, la 3e, en fait, c'est pas du bricolage. Ils ont fait vraiment des vraies chansons, des vrais concepts, des vraies chorégraphies. Ils avaient en fait plus de moyens. C'est ça. Pour moi, la première et la 2e, il y a beaucoup de bricolage. Et même les clips, c'était presque des courts-métrages. Ouais, exactement. Et ça ils ont grave ça. Tiara aussi. Voilà, les clips avec des histoires dedans. Mais sans même faire des 20 minutes. T'avais IU qui avait sorti pour Peach un clip de 30 minutes où elle est dans Venise. Il est génial, tu vois. Mais ça fait long. Mais tu peux même avoir en 3 minutes. T'avais Speed aussi qui avait fait en 2 parties sur la révolution interne en Corée des années 80. BAP avec One Shot et les 2 endings. Mais oui, donc ça nous manque vraiment. Et j'aimerais bien revoir ça. Peut-être avec la 5e qui s'installe ou la 6e génération qui arrivera. Peut-être qu'on retrouvera ça. Ce n'est qu'un éternel recommencement. On va se dire ça. Mais voilà. Et vous, quelle est votre génération préférée? À quelle génération vous êtes tombé la première dans la K-pop? Dites-nous tout. Ça nous intéresse et on va passer aux anecdotes. Alors, l'anecdote, c'est que sont-ils devenus? Parce que justement, toutes ces personnes-là de la 2e, de la 3e génération, on n'en entend plus beaucoup parler, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Où sont-ils passés? Sont-ils tous devenus baristas? Ce qui est trop drôle, c'est que ce matin, en préparant cette émission, je regardais un peu des groupes que j'aimais et il y a une membre de Girls' Day qui s'est mariée. Mais ça y est, je suis trop contente pour elle. Donc elle est devenue actrice, elle s'est mariée et c'est trop cool. En fait, elle a mis un petit post Insta avec les autres membres de Girls' Day. Sourire incroyable. Et elle est trop heureuse. Et Yeri, qui est une des membres, qui est aussi devenue une actrice et qui est un membre qui est quand même toujours populaire, qui apparaît dans plein d'émissions, a mis un petit post en disant la conversation qu'elle avait eue avec elle, où justement Seoljin lui expliquait qu'il fallait qu'elle aussi devienne heureuse et qu'elle était désolée de l'abandonner finalement et de la laisser, et que tous les moments qu'elles ont vécu ensemble en tant que Girls' Day, c'était des bons moments, mais que maintenant genre elle est contente de partir peacefully, tu vois, genre de vivre sa vie. Et j'étais en mode waouh, mon Dieu, c'est un truc de ouf. J'adore. Après c'est trop cool parce qu'en vrai, cette membre de Girls' Day, elle va continuer à chanter, je pense qu'elle va continuer à faire de l'acting, ça veut rien dire qu'elle se soit mariée, hein. Mais c'est ouf. Ouais, non mais parce qu'on voit qu'ils grandissent eux aussi en fait, et qu'ils ont leur vie et qu'ils vivent en fait, tout simplement. Donc j'adore. Il y a Sonia Shide
qui fait partie de la seconde génération. Sonoshide, un groupe de la SM, qui sont revenus il y a quoi, un an? Ouais, avec Forever One. Pour fêter leurs 15 ans. Ouais. La plupart des Sonoshide sont devenues actrices. Dont 2 qui ont super bien réussi, à savoir Soo-young et Seo-yoon. Ouais. C'est vraiment celles qui ont le plus réussi en tant qu'actrice. Il y a Yuna aussi qui se fait une place. Là, elle est dans l'Empire du Sourire en français. Ah oui, t'as raison. C'est vrai. Sur Netflix. Et t'as une membre qui, pour moi, celle qui a été la plus étonnante, c'était vraiment Tiffany. Ouais. Parce que Tiffany, elle avait plein de rêves, notamment faire sa carrière solo aux États-Unis et notamment faire des musicals, tu vois, des comédies musicales sur Broadway. Elle a la voix. Et voilà. Et en fait, je me rappelle, j'avais vu une interview d'elle où elle avait réussi à avoir un rôle dans Chicago. Ouais. Donc, la comédie musicale Chicago. Et elle était tellement heureuse parce que tu voyais que c'était le rêve de sa vie de pouvoir faire une comédie musicale, quoi. Et je trouve ça trop bien que, elles sont arrivées à des niveaux dans leur carrière où elles se disent je peux faire ce que je veux en fait. C'est ça. Ouais. Et là où je me pose la question, on en a parlé tout à l'heure, c'est Tiara. J'ai un peu lâché. Mais ça c'est ouf parce qu'en fait Tiara elles font presque plus rien. La seule qui fait des choses c'est Jiyeon qui est quand même toujours très populaire en Chine et au Vietnam. Elle sort plein de chansons au Vietnam. Ah ouais. Elle sort plein de chansons au Vietnam parce qu'elle a une grande fanbase au Vietnam. Elle fait des émissions au Vietnam. D'accord. Ah c'est ouf. C'est ouf. Ouais. D'accord. Et on parlait de JYJ. Oui, JYJ. Alors, eux qui nous viennent de TVXQ de base, la SM, il y a eu de gros conflits parce qu'à l'époque, il y en a eu plein des scandales avec la SM sur les contrats d'esclavagisme et tout ça. Et donc, il y en a 3 qui se sont barrés. Et ils ont monté leur groupe JYJ qui a eu quand même son petit succès. Ils avaient fait un featuring avec qui? C'était Snoop Dogg. Ah oui, carrément. Avec Snoop Dogg. C'était marrant. Et alors, on a Yoo-chan qui était acteur pendant longtemps. Et qui a eu un grand scandale. Et alors, c'était mon préféré, donc ça m'a saoulée. Ouais, mais bon, après, voilà. Et ensuite, on a eu Jaejong. Jaejong que vous pouvez retrouver aujourd'hui dans des émissions sur YouTube. C'est Becoming Friends with Jaejong. Je vous conseille l'épisode avec Soo-young où il parle du bon vieux temps quand ils sont arrivés dans la SM, et l'épisode avec Seung-jung de Infinite et Niel de Teen Top. Et c'est trop cool cet épisode, il est ouf parce qu'en fait les 3 c'était un peu les maknae beaux gosses de leur groupe. Et après dans TVXQ c'était Changmin mais le maknae mais vraiment les beaux gosses un peu avec une image un peu pure et innocente de leur groupe. Et c'est trop drôle parce qu'ils parlent du fait que c'est quoi d'avoir cette image là dans le groupe. L'émission est trop bien et Jaejong en fait tout le temps dans l'émission il cuisine et il parle avec différents j'avais vu des extraits, ça a l'air plutôt chill et sympathique à regarder. Et ensuite on a Xia Junsu qui a continué la musique, le ban contre lui par rapport aux musiques show, parce qu'en fait SM une fois qu'ils avaient fait le procès en fait, JYJ n'avait plus le droit de participer aux music show, plus de performance en Choré. Ça a été le cas aussi de Jessica de Sonoshide et Junsu a enfin pu 10 ans après reperformer à la télé nationale quoi. Je suis contente pour lui. Mais c'est vrai. Et on se posait la question, que sont-ils devenus? Il y a encore plein d'autres groupes où on veut savoir. Voilà, moi je pense au B1A4 que je surkiffe. B1A4, il y en a, tu sais il y en a qui sont partis, il y en a qui ont des scandales et tout aussi. Ah bah sûrement. Et moi il me manque trop un B1A4. Mais moi aussi. Il y en a un seul qui a vraiment réussi, c'était Jin Young surtout, qui est devenu acteur et producteur. Mais attends, moi il y a un groupe dont je veux parler, c'est 2PM. Oui. 2PM ont fêté donc leur, je crois, 15 ans de carrière. Et ils ont fait un énorme concert cette année. Mais oui, j'ai vu les extraits. Mais oui, et t'avais plein de gens qui ont fait des TikTok en mode tu vas au concert de 2PM et les mecs étaient shirtless et ça avait l'air exceptionnel. Mais moi, je regrette de ne pas avoir pu y aller. Mais vraiment. Les 2PM, c'était la base, quoi. Franchement, pour moi, je regardais tellement d'émissions avec eux, c'était mes potes. Mais vraiment, je tiens à dire, je vous surkiffe, je vous adore, vous êtes trop drôles. Je veux que vous soyez mes potes. Et le dernier groupe, je pense qu'on peut parler, toi et moi, dont on était fans, c'est 21. Et qu'on va faire notre pause musicale dessus. Oui. Enfin, la fin de l'épisode. Exactement. 21, je pense que vous connaissez les 4 membres. C'est CL, Boom, Minzy et Dara. Dara fait plein de télé. Donc, elle est hyper connue en Corée comme aux Philippines où elle fait énormément de télé et où le public l'adore. Elle a fait notamment une émission récente avec Bam Bam il n'y a pas longtemps, tu sais, Bam House. Si elle continue à faire de la musique, elle est vraiment hyper connue au niveau international. Moi, ce que j'adore, c'est qu'elle performe un peu partout. Quand elle a performé au MIK cette année, ce que j'ai trouvé ouf, c'est qu'en gros, c'était elle le closing.
Ouais. Alors que t'avais plein d'autres artistes, tu vois. Enfin, tu sais, t'avais Jay Park, par exemple. Et c'est elle qui a fait le closing en mode, c'est moi la boss. Ouais, c'est ça. Et c'est moi qui fais C'est moi la resta. En fait, c'est moi la rosta et je suis là. Elle a fait le closing le deuxième soir, alors que tu sais, c'était Taeyeon qui faisait le closing le premier soir. Donc c'était vraiment en mode, moi je suis la putain de rosta, tu vois. Et après, Minzy, elle a monté son studio de danse. Ouais. Elle a monté son studio de danse qui marche super bien. Ouais, c'est une excellente danseuse. Ouais, excellente danseuse. Et la seule dont on n'entend plus de parler depuis Queendom, c'est Baume. Baume. Voilà, elle a eu son scandale de drogue. Et donc depuis, ça a été la descendance de 21. Mais n'hésitez pas à écouter les albums de 21 en général, parce que en vrai, c'est toutes les chansons que... Ah pardon, attendez, je refais ma phrase. Parce qu'en vrai, Blackpink, la plupart de leurs chansons, c'est les chansons qui n'ont pas été releases pour 21. Parce que ça s'entend que c'était pour 21. Donc vraiment, si il y en a, ça se voit. Des chansons bien, qui ressemblent aux chansons de Blackpink, n'hésitez pas à écouter les albums de 21. Exactement. On va se quitter sur une super chanson de 21 qui s'appelle Go Away, qui fait partie de leur deuxième album.